Bonjour, nous sommes passés au XXe siècle, nous avions tourné une page d'histoire après l'intervention précédente où nous avions vu ensemble les malheureuses accusations de crimes rituels au XIXe siècle. Eh bien, le XXe siècle n'est pas absous de cette folie collective. S'il se veut beaucoup plus humaniste, eh bien, ce siècle ne l'est finalement pas. Et on a pu le constater par l'issue de tout cet antisémitisme qui, à son apogée, va donner ce qu'il a donné durant les années de la Shoah. On n'en est pas encore là au début du XIXe siècle, mais les prémices ou les nuages noirs en amont, eh bien, peuvent annoncer de terribles conséquences. Le crime rituel fait partie de cette ambiance antisémite du début du XXe siècle, qui se veut libéral et humaniste, mais qui, si c'est vrai que certains intellectuels vont faire preuve d'humanisme et de considération juste et positive, il n'en reste pas moins que même chez les intellectuels les plus connus à cette époque-là, et particulièrement dans la presse intellectuelle de l'époque, eh bien, l'antisémitisme fait rage et il est impensable de nos jours, et pourtant il était et il en a laissé des traces dans ce qu'on peut retrouver de publications intellectuelles de l'époque. Alors, la première accusation de crime rituel en Europe, il y en aura aussi en Perse. Peut-être que nous ouvrirons une page spéciale pour l'antisémitisme en territoire musulman. Il a frappé surtout au XIXe et au XXe siècle, et il continue à frapper sans que ça ait des véritables conséquences, parce que si le crime rituel a disparu des esprits, en général après la Shoah, il reste très présent dans la presse arabe, et notamment autour du conflit israélo-palestinien, avec des thèses qui sortent d'intellectuels arabes où on voit qu'il est prouvé que des juifs utilisent le sang de musulmans ou de chrétiens pour la fabrication des matzot, et des crimes rituels viennent expier certaines facettes de la barbarie ou de la diabolique du juif. Alors, nous sommes au début du XXe siècle pour l'instant, et la première affaire de crime rituel qui va éclater, c'est l'affaire Ilsner, et c'est une affaire qui se passe en Tchécoslovaquie, en Bohême, et elle est souvent connue sous le nom de l'affaire de Polna, et c'est une accusation de meurtre rituel contre un juif nommé Leopard Ilsner. Ça commence en 1899, à la fin du 19e siècle, et ça va véritablement retentir à partir de l'année 1900. Et c'est une affaire qui a un grand retentissement et qui va créer une grave vague d'agitation antisémite dans cette région de l'Europe centrale. Alors, c'est le meurtre d'une jeune fille, Aneska Roussova, c'est son nom, une jeune catholique tchèque de 19 ans qui vivait à Vižnice, dans un village situé à 3 km de Polna,
et se rendait, cette jeune fille, tous les jours dans cette ville pour y travailler comme couturière. Il se trouve qu'un jour, elle quitte son poste de travail, c'était le 29 mars 1899 dans l'après-midi, et elle ne sera jamais retrouvée, du moins vivante, car 3 jours après, le 1er avril, son corps est retrouvé dans la forêt, la gorge tranchée, ses vêtements déchirés. Non loin de là, on va retrouver une mare de sang, et quelques cailloux maculés de sang et une corde avec laquelle elle aurait été soit étranglée, soit transportée jusqu'à l'endroit où le corps a été découvert. Et on va accuser un certain juif du nom de Léopold Hilsner d'avoir commis ou d'avoir été témoin ou participé au crime rituel de la jeune chrétienne pour utiliser le sang à des fins rituelles juives. Alors, c'est la police qui porte ses soupçons tout d'abord sur ce juif. C'est en fait 4 vagabonds, dont un est juif, qui parcourent de temps en temps cette forêt. Ce sont des hommes très, très russes, très simples. Le juif lui-même est un homme extrêmement naïf, extrêmement simple. C'est un vagabond. Il a 23 ans, c'est un simple d'esprit. Et les soupçons vont se focaliser sur lui. C'est vrai que les perquisitions, les recherches ne prouvent absolument rien, mais il va être enfermé, il va être accusé, et dans sa géole, dans sa prison où il pourrit pendant un certain temps, des codétenus vont utiliser sa naïveté, sa simplicité pour lui faire croire que certains ouvriers qui étaient en train de travailler le bois sont en train de fabriquer son gibet de potence parce que les autorités l'ont condamné à mort par contumace sans qu'il se présente devant le tribunal et que bientôt il sera exécuté, sauf s'il avoue qui ont été ses complices. Alors ces complices, parce qu'il faut des complices, parce que vu l'état de ce simple d'esprit, il est impossible qu'il lui ait eu la force physique de tuer cette jeune fille et de transporter le corps jusqu'à l'endroit où on l'a trouvé dans la forêt. Donc il a eu des complices et affolé, le pauvre homme va donner des noms de juifs qu'il connaît comme complices du crime et il espère par là pouvoir se libérer de son sort fatal. Finalement, évidemment, on va exploiter ces soi-disant aveux pour renforcer l'accusation autour du personnage, mais aussi on va arrêter les complices. Alors très rapidement, on s'apercevra que c'est une fausse... ce sont de faux aveux parce que les personnes en question, bien, c'était un juif qui avait déjà été jeté en prison, il était incarcéré au moment où l'affaire a eu lieu, donc il était impossible qu'il soit sur le lieu du crime, et l'autre se trouvait dans un autre pays à cette époque-là, et avec des témoins qui l'ont vu et des preuves qu'il ne se trouvait pas dans la région, donc il était impossible de l'accuser. Comment peut-on finalement condamné à mort Léopold Hilsner? Eh bien, il va y avoir une autre disparition d'une jeune fille qu'on n'a jamais retrouvée et qui, d'après certains témoins, se serait aussi promenée dans cette forêt de temps en temps. On va accuser Léopold Hilsner des 2 crimes. Il est condamné à mort. Finalement, c'est l'empereur d'Autriche qui prendra sa soi-disant défense en commuant la peine en prison à perpétuité, qui, devant l'innocence
évidente et éclatante de Léopold Isner sera commuée, elle aussi, cette peine en perpétuité, à la grâce impériale. Il sera libéré et il va mourir jeune, ce pauvre juif, et Léopold Isner, qui avait été faussement accusé, et son innocence sera prouvée à titre posthume lorsque la thèse de la défense, qui était que finalement cette jeune Tchèque était une fille qui était problématique dans une famille et qu'elle aurait été peut-être assassinée dans la constellation des disputes qu'il y avait dans la famille. Effectivement, sur le lit de mort, sur son lit de mort, son frère avouera qu'il a tué sa sœur à cette époque-là. Donc elle avait 19 ans, on était en 1899, et qu'il l'a fait pour des questions d'héritage qu'il ne voulait pas qu'elle touche, vu les disputes qui les séparaient. C'était donc une accusation, une première accusation qui avait fait énormément de bruit, qui a causé de graves mouvements antisémites dans ces régions-là. L'Autriche était finalement, l'empereur d'Autriche était le maître de la région, mais la région se situe dans la Bohême actuelle, et c'est malgré une levée de boucliers d'intellectuels humanistes dans le monde, la population va se retourner contre les Juifs, de graves accusations, la tension est très grande, et il faudra bien des années pour effacer ce que cette accusation de crime rituel a provoqué dans cette région du monde. Il y aura quelques années après une très célèbre accusation, on peut dire que c'est peut-être la plus célèbre accusation du XXe siècle, c'est l'affaire Bélis. Alors, avant d'entamer l'affaire Bélis, peut-être que nous, vu le temps imparti à notre intervention, nous serons peut-être obligés de déborder, d'aborder l'affaire Bélis dans un autre cours, une autre intervention. Et l'affaire Bélis, c'est une affaire qui va se dérouler en Ukraine. L'Ukraine, c'est une région extrêmement antisémite. Elle est sous domination russe à l'époque. Les Russes, enfin l'Empire russe avec le tsar de la famille des Romanov, c'est Nicolas II à cette époque-là. Une famille Romanov qui, depuis Ivan le Terrible, est extrêmement antisémite. Et si la population en Russie l'est moins, en Ukraine, ce sont les héritiers de ces terribles pogroms qui ont décimé l'Ukraine au XVIIe siècle, avec les fameuses xérodes de Tarvet-Pat, les Khmelnytsky et les révoltes des Cosaques contre les princes polonais. Et la moindre étincelle qui pourrait refaire exploser cette ambiance antisémite de la fin du Moyen-Âge et de l'époque de la Renaissance, eh bien, peut à tout moment réactiver cette flambée d'antisémitisme. Lorsque l'empereur Alexandre avait été assassiné, la reine, l'impératrice Catherine avait
accuser les Juifs d'être dans le complot, et ça avait donné lieu à des pogroms terribles à Kiev, quelque temps auparavant. Donc on est dans une poudrière, et c'est là que l'affaire Bélis risque d'être l'étincelle qui mettra le feu à une grande partie de l'Europe, avec le déferlement d'une haine et d'une vindicte antisémite dont on ne sait pas les limites à cette époque-là, et qu'il va être finalement évité, ou du moins repoussé, jusqu'à la Shoah. Et de quelle façon les choses vont se dérouler, quels sont les enjeux, eh bien, nous comprenons que l'antisémitisme va se servir de tous les ressorts, de tous les tremplins qu'elle peut exploiter, utiliser, et dans ce début du XXe siècle, il y en a plusieurs, des tremplins qui sont offerts par l'héritage moyenâgeux et obscurantiste de l'Europe, c'est certain, par l'inconscient collectif barbare de cette Europe chrétienne, c'est sûr, mais aussi par certaines répercussions d'une politique certainement pas volontaire, mais qui va servir de tremplin à l'antisémitisme, cette politique d'émancipation qui, petit à petit, devient une politique d'assimilation du peuple juif. Alors, pour expliquer la chose, parce qu'elle est extrêmement importante pour comprendre l'affaire Bélis, c'est que depuis déjà 2 siècles que le courant de la réforme et de l'assimilation, sous prétexte d'émancipation et de libéralisation du peuple juif et de sortie de ce carcan de l'histoire antisémite, eh bien, depuis que cette vague assimilationniste va élaguer le peuple juif, on peut le dire, eh bien, l'antisémitisme européen va se servir de ce que ces courants assimilationnistes veulent dire lorsqu'ils affirment qu'il faut libérer les Juifs en les sortant de l'image authentique d'un Juif servant Dieu de toutes les fibres de son âme, sans aucun compromis, selon les lois strictes dictées par le Shulchan Arour et le Talmud, et qu'il faut en faire un homme moderne. Eh bien oui, on va dresser un portrait noir du Juif traditionnaliste, du Juif traditionnel, du Juif authentique, et ce portrait noir de ce Juif à barbe et à péote et à caftan noir, de ces femmes couvertes et pudiques, etc., va servir de terroir à l'antisémitisme moderne du XXe siècle pour écraser le peuple juif là où on peut l'écraser, d'abord au niveau de l'éducation, en décrétant des décrets qui vont être terribles pour l'éducation juive, des décrets où on veut politiquement que les juifs s'assimilent à la masse populaire de ces régions-là, et que on arrache la conscience juive des cœurs des juifs. Il y a la fameuse
affaire des cantonistes, où on va obliger, pour priver ces enfants juifs qui pratiquent un judaïsme authentique de leur éducation juive traditionnelle, on va les envoyer 25 ans à l'armée pour un service militaire obligatoire. Et les crimes rituels en ce début du XXe siècle s'appuient sur cet héritage. Au niveau de l'affaire Bélis, c'est évident, on va le voir d'une manière claire dans les causes immédiates de l'affaire Bélis, mais nous n'avons pas le temps aujourd'hui d'expliquer les détails. Nous le ferons, si Dieu veut, dans le cours prochain. Donc, restez avec nous. À bientôt.